peut démarrer, je pense. Donc, merci pour votre... C'est bon, on peut commencer. Ok. Le micro est non, je pense pas. Vous entendez? Ok. Bah, merci pour ceux qui se sont levés le samedi matin pour venir, les courageux. Désolée pour mon retard. Nous avons une session pour vous montrer les nouveautés en imagerie ici au 15-20 et tout le travail que nous faisons dans l'équipe du Paris Group avec Michel et moi et toutes les personnes qui présentent aujourd'hui. Donc, je commence avec à passer le micro à Marie Darche. Merci Kate. Voilà. Bonjour à tous. Oula, d'accord. Je vais essayer d'être assez brève. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ma spécialité, mais on va essayer d'être rapide ce matin. Je vais vous présenter mon projet de ces 7 dernières années. On a un petit souci avec Michel? Non, c'est bon. De ces 7 dernières années, qui est le développement de l'histologie 3D de l'œil humain. Donc, petit contexte, l'avantage de la JRC, c'est que je n'ai pas à vous convaincre de l'utilité de la recherche clinique, mais je vais quand même vous représenter un peu l'équipe dans laquelle je travaille. Donc je travaille au sein du Paris Eye Imaging, qui est donc composé de tous ces gens fantastiques que vous allez voir présenter juste après moi, qui est évidemment tourné autour du patient et de l'étude de la pathologie humaine, qui a aussi un pôle d'analyse d'images et donc des biologistes au milieu de tous ces physiciens et tous ces cliniciens. Alors le pourquoi du comment, c'est pour étudier en fait la diversité des pathologies oculaires. Vous savez tous que les pathologies oculaires, il y en a énormément, une infinité, que ce sont des maladies qui sont très complexes puisqu'elles peuvent commencer au niveau de la cellule isolée, elles peuvent toucher tout un tissu, elles peuvent toucher plusieurs tissus, la fameuse DMLA va affecter la rétine et la choroïde et les RPE, et elles peuvent même atteindre le stade de l'organe entier, puisque par exemple le mélanome uvéal, le glaucome, ou hier on a parlé de la myopie forte, ce sont des maladies qui vont toucher tout l'œil. Dans l'œil, malheureusement, toutes ces maladies-là, non seulement on n'a pas forcément des traitements, mais on ne connaît même pas forcément les causes du déclenchement de la maladie ou la diversité entre les patients. Pourquoi certains vont avoir une tragédie tragique d'avancée de la maladie et pourquoi d'autres vont rester stationnaires. Donc l'équipe, on a une imagerie clinique à haute résolution, donc ça, vous allez voir les images superbes après. Et comme souvent en recherche, on groupe l'imagerie clinique avec des études biologiques. Le problème qu'on a eu dans l'équipe, quand je suis arrivée, c'est que la biologie dans l'œil, c'est un peu plus complexe. L'histologie, donc c'est le nom de notre équipe, Histoparis, c'est l'étude des tissus et de leur structure. Le concept est simple, mais la réalisation dans l'œil, c'est un peu plus complexe, puisque pour imager par microscope, on est obligé de pouvoir mettre l'échantillon sous le microscope, et donc d'avoir des choses assez fines pour être imagées. Dans l'œil, ça veut dire quoi? Soit découper l'œil en coupes, donc quand votre médecin va faire un OCT en quelques minutes du patient et me demander de retrouver cette petite tache noire intéressante, moi pour découper un œil humain entier, c'est 3000 coupes. Donc c'est pas le même temps. Et l'autre technique, c'est cette fameuse étoile que vous connaissez, qui est la rétine à plat, où on isole le tissu, on le découpe pour qu'il puisse être mis entre lame et lamelle. Le souci de la rétine à plat, c'est qu'on travaille sur un tissu isolé. Donc si vous travaillez sur la DMLA, vous allez avoir la rétine d'un côté et le RPE choroïde de l'autre. Et surtout, les artefacts de dissection, vous allez devoir couper votre œil en plein de morceaux. Et tout ça, ça nous a mené à des comparaisons extrêmement compliquées entre les images cliniques et les images histologiques. C'est très difficile de comparer l'œil que vous voyez vous d'un patient vivant, l'œil est en 3D, l'œil n'est pas abîmé, avec nous, nos petits bouts de tissu qu'on mettait sous un microscope. On s'est donc posé une question assez simple, pourquoi on n'imagerait pas aussi l'œil entier en biologie? C'est pas une idée folle en théorie, puisque l'imagerie in toto, ça existe. C'est l'imagerie des organes intacts ou d'échantillons à l'échelle centimétrique. C'est une imagerie très puissante, puisqu'on peut zoomer sur un phénomène isolé, mais on peut aussi dézoomer pour revoir l'organe entier. L'organisation dans l'espace, elle est préservée. On voit l'organe en 3D comme il est dans la nature. Et les comparaisons images cliniques et histologiques dans les domaines qui l'ont implémenté, elles sont devenues vraiment impressionnantes. Il y a une technique qui a été développée pour ça il y a une dizaine d'années, qui s'appelle donc la transparisation, que vous connaissez aussi sous le nom du clearing en anglais, qui a été inventée pour le cerveau de souris. Le concept est assez simple, on s'est dit la lumière du microscope doit traverser un gros échantillon. Comment on fait traverser la lumière? On rend un échantillon transparent. Évidemment, c'est plus complexe que ça en pratique, mais grossièrement, on va enlever avec des produits chimiques tout ce qui va rendre un tissu opaque à la lumière. Dans un tissu biologique, en général, ce sont les pigments et les lipides.
L'Institut de la Vision a des papiers magnifiques justement avec cette technique, puisqu'ils ont travaillé sur le développement de l'embryon humain. Donc, on s'est dit que tout était un peu rassemblé pour commencer à travailler sur l'œil transparent. C'est là qu'on a eu la grande surprise, c'est que le seul organe qui résiste au in toto, c'est l'œil. Donc dans tous les congrès, on nous disait tout est possible sauf l'œil, puisqu'il ne peut pas être rendu transparent. Même sur les embryons humains, on était obligé d'enlever l'œil avant de les imager, puisque sinon on ne pouvait pas voir le cerveau entre les deux yeux. Les raisons, elles sont nombreuses, mais on les voit déjà sur un schéma de l'œil. La structure de l'œil, elle est extrêmement complexe, elle est unique dans le corps humain. Un cerveau, un rein, ça va être un organe relativement homogène. L'œil, on a une structure extérieure qui est extrêmement solide, l'intérieur qui est très très fragile. La rétine, vous ne pouvez pas la toucher avec une pince. Au centre, vous avez le vitré, qui est 99% d'eau. Vous avez des indices de réfraction très différents, des lentilles, et les fameux pigments. Il faut savoir que l'œil, c'est le tissu le plus pigmenté du corps. Les pigments de l'œil sont là pour arrêter les photons. Ils vont aussi arrêter la lumière des microscopes. Ensuite, des problèmes techniques. Il fallait un microscope adapté. Un œil humain, c'est 3 cm et c'est une sphère, donc 3 cm dans toutes les dimensions. Il n'existe aucun microscope en France capable de rentrer un échantillon comme celui-là. Et le temps d'imagerie, pour vous donner une petite idée pour ceux qui n'ont jamais fait de confocal, 1 mm3 en confocal, c'est à peu près 90 heures d'imagerie. Un œil, c'est 6 cm3. Donc on parle de mois d'imagerie si le microscope n'explose pas avant. Pour le problème du hardware, on a trouvé la solution assez simple du microscope à feuillet de lumière. Donc le nom est complexe, mais la technique ne l'est pas. C'est un microscope qui, au lieu d'utiliser un seul laser qui va aller exciter les molécules fluorescentes dans notre échantillon et imager point par point, va utiliser une lentille pour créer en fait un feuillet de lumière qui va passer à travers tout votre échantillon et la caméra va imager plan par plan. Donc c'est infiniment plus rapide, 300-400 fois plus rapide, mais il faut que l'échantillon soit complètement transparent. Sinon, la lumière va s'arrêter devant l'échantillon et vous aurez juste une image noire. Dans mes études, j'ai travaillé avec deux microscopes différents. Donc, on a l'ultramicroscope qui est à l'Institut de la Vision, que j'ai utilisé uniquement pour la souris, puisqu'il était trop petit pour rentrer des échantillons plus gros que 2 cm. Et une collaboration qu'on a développée avec le Wyss Center, qui est donc un centre technologique à Genève, qui a créé un microscope homemade appelé le Mesospim, qui est fait pour les très grands échantillons à très grande vitesse. En 2018, c'est ainsi qu'on a eu la première image d'un œil de souris, toute la vascularisation d'un œil de souris entier non disséqué. Donc vous voyez très bien le nerf optique à l'arrière et l'avant avec la cornée qui est donc non vascularisée. On peut tout à fait donc observer en 3D l'œil entier, mais on peut disséquer grâce à nos outils les différentes structures d'intérêt. Donc là, vous voyez tous les vaisseaux d'une rétine de souris sans dissection. Donc sans les artefacts, on voit très bien toute l'architecture, les veines, les artères et les capillaires. Heureusement ou malheureusement pour moi, nous on travaille sur la pathologie humaine. Donc il a fallu passer de l'animal à l'humain, et c'est comme toujours en recherche que ça se complique. Et ça a été le travail de quelques années que nous venons de publier il y a quelques jours, qui est le design d'un protocole appelé ClearEye, qui a été fait pour justement surmonter toutes ces complications que l'œil humain peut avoir par rapport à l'œil de souris. Je vais vous épargner tous les détails, mais grossièrement, on a dû travailler sur le tissu, donc le fait que le tissu est extrêmement solide à l'extérieur, la fixation du tissu pour pas que la rétine s'abîme pendant un protocole long, la dépigmentation. Pour ça, on s'est inspiré de ce que les anapathes font avec les tumeurs très pigmentées comme les mélanomes. On a dû développer un protocole d'immunomarquage un peu différent, puisque le vitré humain est en fait un piège pour tous les anticorps, toutes les molécules fluorescentes. Ensuite, il a fallu évidemment mettre au point la fameuse transparisation. Donc vous voyez en haut à droite le tout premier œil humain qu'on a rendu transparent. Donc comme vous pouvez voir, non seulement le tissu est transparent, mais la feuille millimétrée derrière, elle n'est absolument pas déformée. Donc la lumière passe parfaitement à travers le tissu. Et enfin, l'imagerie. Donc comme je vous disais, on travaille avec le Mesospim. Et donc là, pour vous donner une idée, le Mesospim est capable de faire 6 cm3 en 4 heures, en 3 couleurs. Donc on est capable d'imager 3 couleurs sur un œil humain, donc 2 à 3 yeux humains par jour. En regroupant tout ça, on a donc eu cette première image. Donc ça, ce sont les raw data du tout premier œil humain que nous avons imagé, donc marqué pour les vaisseaux sanguins. Donc vous voyez très bien à l'arrière le nerf optique, à l'intérieur la rétine, à l'extérieur la choroïde et la sclère, et toute l'avant de l'œil ici. Donc si on passe à travers l'iris, vous voyez bien à l'arrière la rétine que vous connaissez donc assez bien in vivo. Comme c'est de la 3D, je me suis un peu amusé à vous montrer un angle que vous n'avez sûrement jamais vu, qui est l'intérieur de l'œil humain. Donc là, vous êtes dans le vitré d'un patient de 47 ans, avec autour de vous toute la vascularisation de la rétine, même les zones que vous ne voyez pas forcément live, puisque ce sont des zones aveugles pour vous. Et en haut, vous voyez très bien la vascularisation de tout le segment antérieur, l'iris, les corps ciliaires, etc.
Avec nos logiciels, on est capable après de disséquer évidemment ces échantillons comme on veut. Donc ici, c'est une isolation de 2 des tissus de l'œil humain. Sur la gauche, la vascularisation de la rétine. Je pense que tous ceux qui travaillent sur les patients reconnaîtront facilement la zone avasculaire centrale de la fovea, le nerf optique. Et sur la droite, la fameuse vascularisation choroïdienne avec ses énormes artères. Et vous voyez même une veine vortiqueuse qui a été highlightée avec des petites flèches bleues. On peut aussi repasser très facilement aux coupes, puisqu'on peut faire des coupes virtuelles dans l'angle qu'on veut, la région qu'on veut de notre échantillon. Ici, j'ai refait une coupe virtuelle de 10 micromètres d'épaisseur au niveau de la fovea, donc vous voyez les capillaires et la zone avasculaire centrale. Et ici, dans la choroïde, vous voyez très bien l'alternance en magenta des artères et en vert des veines dans la choroïde. Donc, la fameuse comparaison clinique et histologie, maintenant, où on en est. Ça, c'est une image classique d'OCTA, avec dans le cercle rouge la fameuse zone avasculaire centrale de la fovea. Et voilà les images que nous, maintenant, on peut montrer à nos médecins et nos physiciens. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, c'est beaucoup plus simple d'emmener nos images à des gens d'une autre discipline et leur demander est-ce que ici, vous pouvez retrouver un pattern que vous avez déjà vu sur vos patients. Je vous ai montré beaucoup la rétine, parce que c'est notre spécialité, mais on travaille aussi sur le segment antérieur. Donc ici, vous avez la vascularisation du segment antérieur. Et c'est pour vous montrer un peu la puissance de ce genre de technique, puisqu'on peut voir des structures qui sont complètement impossibles à visualiser par histologie classique. Ici, vous avez une artère ciliaire antérieure qui va partir de la sclère, perfuser à travers la sclère juste sous la cornée, venir irriguer tous les muscles ciliaires, et enfin finir dans le grand cercle de l'iris, le grand cercle artériel de l'iris. On fait autre chose que des vaisseaux. Donc voilà les marquages, le comarquage des vaisseaux et des nerfs dans tout le segment antérieur d'une patiente de 47 ans. Donc vous voyez tous les nerfs, l'énorme innervation au niveau de l'iris, avec le sphincter de l'iris, les marquages de vaisseaux dans la sclère, le début de la rétine et les corps ciliaires. Comme je sais qu'on a des grands spécialistes de la cornée, j'ai fait un petit zoom sur la cornée et j'ai utilisé ça pour vous parler un peu d'une comparaison en vieillissement. Donc à gauche, vous avez la cornée d'une patiente de 16 ans, à droite, le segment antérieur d'un patient de 94 ans. Donc comme vous pouvez voir, en coupant dans cette cornée, on voit très facilement les différents degrés de l'innervation cornéenne. On peut bouger à volonté dans la cornée. Et on voit très bien aussi au niveau de l'angle irido-cornéen la superbe innervation dans les corps ciliaires et dans l'iris. À 94 ans, c'est malheureusement un peu plus dramatique. On a une perte presque totale des nerfs dans l'iris, on peut les compter presque un par un, et une perte totale dans les corps ciliaires. Il n'y a plus aucun nerf dans les corps ciliaires de ce patient. On peut aussi facilement retrouver des choses pathologiques. Ce patient avait un syndrome de l'œil sec, donc nous sommes allés chercher sur les conseils de l'équipe de professeur Baudouin des névromes cornéens, donc vous les voyez facilement ici, avec aussi des anomalies des nerfs qui sont très tortueux par endroits. Et pour finir sur les nerfs, on va passer sur les fibres nerveuses rétiniennes. Donc les fibres nerveuses rétiniennes, pour la comparaison, voilà ce que vous avez en clinique, donc avec la fameuse zone sans nerf au niveau de la fovea, le nerf optique à droite, et en bas une photo qui m'a été donnée par Pedro, que vous verrez tout à l'heure, en FFOCT. Et voici les images que nous avons maintenant en histologie. Donc évidemment, vous voyez que l'échelle n'est pas la même, puisque là, la zone est au niveau de la flèche rouge. Donc on a vraiment toutes les fibres depuis le début de la rétine jusqu'au nerf optique. Et quand on zoome, on est capable de voir chaque fibre individuelle, voire même certaines cellules ganglionnaires qui leur sont rattachées. En conclusion, je vais faire rapide. C'est donc une approche maintenant un peu holistique de l'œil qu'on voudrait rapporter. On voudrait parler de l'œil plus comme un organe qui tombe malade en entier et non pas de tissus séparés qui sont étudiés séparément. On a une étude qui est beaucoup plus facile maintenant de la variabilité, que ce soit en physio ou en patho. Et surtout, ce qui est très important pour notre équipe, le partage des données. Donc aussi bien entre les différentes disciplines, comme je vous disais, les différents spécialistes. L'œil, on est quand même une des rares disciplines où on a des spécialistes de chaque partie de l'organe. Là, tout le monde peut travailler sur les mêmes échantillons et nous apporter leurs expertises. Donc vous êtes les bienvenus pour passer quand vous voulez pour travailler sur les différentes parties des échantillons. Et l'international, qu'on oublie souvent. Envoyer un œil humain par la poste, c'est pas hyper simple. Par contre, envoyer des datas à n'importe quel scientifique qui aurait des questions à l'autre bout du monde, on peut utiliser un échantillon de patients pour 200 études si on veut. On a beaucoup de projets en cours, je ne vais pas tous vous les faire, mais on va faire de l'anatomie comparative, des pathologies, donc là on parle de myopie, DMLA, glaucome, OVR. On a aussi des débuts d'histopathologie, puisque nous travaillons sur les mélanomes. Les comparaisons histologie clinique commencent à être poussées dans l'équipe et avec d'autres services de l'hôpital.
Et si nous avons les budgets, on compte avec l'hôpital des Quinzins designer et construire le premier microscope français qui soit capable d'imager des grands échantillons humains, mais qui soit aussi adapté à toutes ces contraintes que peuvent présenter ces échantillons rares. Ça, c'est à voir pour le futur. Remerciement très rapide. Merci à toute mon équipe qui est fantastique, l'hôpital des Quinzins qui nous soutient énormément, le Wyss Center de Genève qui nous soutient même dans la future conception d'un microscope en France, qui est assez rare, toutes les donateurs et surtout les patients qui nous soutiennent, parce qu'on est soutenu par des patients directement, aussi bien par la Fondation OVR que par des patients individuels. Et j'aimerais un remerciement spécifique aux donneurs d'organes et toute leur famille, parce que sans ce sacrifice-là, les études n'existeraient pas. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Marie pour ces magnifiques images. Est-ce qu'il y a le temps pour quelques questions, si vous en avez? Oui, bravo pour ce magnifique travail, c'est superbe. Moi j'ai une petite question, quelle est la résolution? Est-ce qu'on est à l'échelon tissulaire ou est-ce qu'on peut arriver à une résolution qui permette d'imager les cellules elles-mêmes? La question de résolution, elle est un peu complexe en clearing, puisque déjà, elle change le grossissement. Par exemple, ce que vous voyez là, certaines images, c'est du 0,63x. Donc imaginez un confocal classique au 0,63x, on ne verrait même pas les capillaires. Donc en fait, comme la lumière n'est pas du tout diffractée à travers le tissu, on a des images beaucoup plus nettes. Pour l'instant, moi, je suis arrivée à une résolution cellulaire, puisque j'ai pu voir dans certains de mes marquages les cellules inflammatoires. J'ai fait un test cellules inflammatoires, j'ai vu les cellules inflammatoires isolées. Donc on est capable pour l'instant de faire ça. Il faut savoir que le light sheet, c'est aussi une technique générale. Au Wyss Center, ils ont un light sheet qui commence à 1 micromètre par 1 micromètre de définition. Et ça, c'est le plus petit zoom, et qui peut donc monter à pratiquement du nanomètre. Donc voilà, le problème qu'on a pour l'instant, c'est évidemment trouver après des ordinateurs qui puissent suivre ce genre de poids d'image, parce que ce que je vous montre là, c'est des images de 200 à 300 gigas brutes à chaque fois qu'on doit travailler en 3D. Donc, qui dit plus haute résolution, dit plus grand poids d'image. Pour l'instant, non. Il y a une distance de travail limite, pour l'instant, dans les microscopes qui existent. C'est pour ça qu'on veut construire justement au 15 ans un microscope qui soit capable de passer au-dessus de ça. On parle de s'inspirer un peu de ce qui est fait en optique dans les télescopes, etc. D'autres types de lentilles capables de faire de la haute résolution avec une très grande distance de travail. C'est vraiment l'objectif du microscope des 15 ans. Ce serait le premier microscope capable de faire sur un échantillon rare du très gros et après zoomer vraiment au subcellulaire dans des zones d'intérêt. C'est ce qu'on veut monter ici. Vu que nos physiciens sont spécialisés des machines un peu folles, c'est un peu l'objectif. Oui, magnifique, spectaculaire, enfin je pense que tous les qualificatifs s'appliquent. J'aurais une suggestion sur le segment antérieur, c'est les lymphatiques, qui peuvent avoir aussi un marquage spécifique, donc les nerfs, les lymphatiques, les cellules inflammatoires, les vaisseaux sanguins, ça serait vraiment superbe. Florian aussi m'avait déjà fait la remarque, honnêtement on est très intéressés. Je vais aussi me renseigner auprès des professionnels, je ne vais pas mentir, parce que comme nous dans la rétine, les lymphatiques, voilà. Du coup, c'est le but des futures collaborations, c'est aussi que les gens me ramènent, parce que tous les anticorps pour l'instant que j'ai testés, qui avaient été faits à plat, fonctionnent. J'ai pas eu encore de problème d'anticorps qui ne fonctionnaient pas, qui fonctionnaient à plat. Donc il faut après que les gens justement me ramènent leurs questions, leurs anticorps, leur zone d'intérêt, et on peut tout à fait combiner ça à la technique. La technique, maintenant qu'elle est au point, le champ des possibles est assez large en fait. On a toutes les pathologies accessibles. Voilà. Donc oui, avec plaisir. Merci Marie pour ta très belle présentation. Je voulais savoir si tu t'es amusée à matcher, par exemple, la vascularisation rétinienne entre différents yeux pour voir si tu retrouvais, quand tu matchais, tu retrouvais la même chose ou s'il y avait des différences. Alors déjà, avant même de matcher, je peux te dire qu'il y a des différences. En fait, c'est fou, comme quand on travaille sur les yeux entiers, on se rend compte que la variabilité interpatient, elle est encore plus grande que ce qu'on peut imaginer. En fait, tous les schémas qui ont été interpolés, des coupes, parce que faire une coupe d'œil humain, c'est tellement long qu'on interpolait de quelques coupes. En fait, la variabilité, elle est infinie. Pour l'instant, le matchage est très compliqué, puisque j'ai même du mal à matcher des colocalisations, encore une fois à cause du poids. Il faut des ordinateurs. Là, on est en train d'essayer d'acheter un ordinateur à 3 Tera de RAM. Donc on parle de choses qui pratiquement sont pour la NASA.
Donc effectivement, après, les corrélations, c'est le but dans le futur. Il va falloir travailler avec des bioinformaticiens, des gens comme ça, capables de travailler sur des big data. On a même parlé de travailler avec des astrophysiciens qui ont l'habitude de travailler avec des très grosses data. Donc c'est le but dans le futur. Après, c'est de pouvoir les aligner, de pouvoir les comparer sur des petites zones ou des grandes zones. Ce serait super. Maintenant, simplement, je ne vais pas te poser une question, Marie. Ah. Et je ne vais pas utiliser le micro parce que je ne veux pas que ça soit avec. Il va me faire pleurer. C'est ce qui se passe, il faut vous imaginer. Parce que c'est quelqu'un qui a fait. Pardon? C'est gentil. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui a su, enfin, c'est-à-dire, je connais tous les pas de sa carrière. Lorsque je vois où est-ce qu'elle est arrivée maintenant, vraiment, c'est Marie, j'ai eu beaucoup des élèves, ok? Oh non. Il y a Ramine, il y a Audrey, il y a Patrick Ford, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas un master, qui n'a pas un doctorat, et qui arrive comme tu es arrivé, je crois que, voilà, je ne peux pas dire simplement que je suis fier d'avoir... Merci. Remettons quand même les choses en contexte. J'ai été très bien entouré, quand même. J'ai quand même eu des chefs fantastiques et des équipes fantastiques. Hein. On n'arrive pas là tout seul. Hein. Mais merci Alvaro, c'est adorable. Ok, super. Peut-être on va passer après. So I think we're going to switch to English for the next presentation.